Pour rappel, la présentation sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, nous vous invitons également à couper votre caméra. Le support qui vous sera présenté sera aujourd'hui transmis à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation avec le lien d'accès vidéo YouTube. Lien qui vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos du 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Aussi, pour précision et compte tenu du format et du temps qui nous est imparti, il n'y aura pas d'échange direct, mais vous pouvez, et nous vous y encourageons, à poser vos questions, non pas dans le chat conversation, mais dans la foire aux questions, qui se situe en haut à droite de votre page Teams sous la rubrique Q&R. Le chat étant laissé disponible pour les questions techniques, remarques ou réactions tout le long de la présentation. Les réponses à la foire aux questions seront transmises quant à elles dans un second temps via un document à l'ensemble des inscrits comme le support de présentation d'ici 8 à 15 jours avec l'invitation pour le prochain webinaire. Donc, que vous ayez assisté ou non à cette présentation, vous serez systématiquement destinataire de la présentation de la foire aux questions. Tout cela étant dit, je vous propose que l'on revienne à notre sujet du jour sur l'isolement, comment repérer, quels outils existants avec la Convention de lutte contre l'isolement et Mona Lisa. Merci, madame. Si vous pouviez penser à couper vos micros, s'il vous plaît, on vous entend. Je vous remercie. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces questions, je vous propose, nous avons le plaisir, voilà, je vous présente, excusez-moi, le sommaire. Il y a vraiment un petit son qui dérange, si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, il y aura une introduction, on vous expliquera en quoi l'isolement social, de quoi parle-t-on, comment agir pour créer du lien social dans le cadre de vos interventions, quels outils, excusez-moi, je reviens. Quels outils existants à l'échelle du département pour le repérage des personnes isolées et comment lutter contre l'isolement, le collectif Mona Lisa. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Piédoux, adjoint de direction régionale aux Petits Frères des Pauvres, et Luc Roussel, délégué territorial à la Fédération des centres sociaux. Bonjour messieurs. J'en profite également pour excuser Valérie Stas, chargée de mission sur les politiques autonomiques de l'UDCSAS du Nord, qui avait d'autres engagements sur le territoire aujourd'hui. Pour la suite de cette présentation, je vais laisser Olivier Piédoux. Donc Olivier, je vous laisse la parole. Bonjour, donc Olivier Piédoux, adjoint de direction régionale aux Petits Frères des Pauvres. Voilà, donc j'ai la chance de pouvoir vous présenter donc ce sujet en fait autour de l'isolement social. Alors pourquoi le choix de ce sujet en fait? Très clairement parce que c'est un choix, c'est une question de société. Aujourd'hui, vous le savez, la population vieillit et on sait qu'à terme il y aura de plus en plus de personnes âgées et forcément de plus en plus de personnes isolées. Donc on a fait un petit focus sur la région des Hauts-de-France, où le sentiment de solitude des personnes âgées est plus fort qu'au niveau de la moyenne nationale, 41 contre 36% au niveau national, et que les personnes âgées sont les plus préoccupées par la solitude, donc 37% contre 29% en moyenne nationale. Parce que la solitude subie et l'isolement social peuvent avoir des conséquences graves sur l'autonomie, la santé et la vie des personnes âgées. Vous doutez bien que lorsqu'on est isolé, lorsqu'on n'a pas de liens sociaux, lorsqu'on est un peu en dehors des circuits, en fait, eh bien, forcément, on peut avoir des situations de fragilité qui s'aggravent. Parce que dans vos métiers, en fait, vous êtes en contact direct avec des personnes âgées et donc, en fait, vous êtes en première ligne pour identifier les situations d'isolement. Qu'on soit bailleur, qu'on soit travailleur social, qu'on soit personne à domicile, des commerçants, etc. À partir du moment où on est en situation de pouvoir repérer, il faudrait pouvoir, en fait, avoir cette sensibilisation, en fait, à cette cause qui est comment ensemble on va pouvoir lutter contre l'isolement. Et parce que le département du Nord soutient des actions de lutte contre l'isolement auprès des personnes âgées, avec les SAD, notamment dans le cadre de la démarche qualité, avec une dotation supplémentaire pour les SAD qui ont fait le choix de s'engager dans cette démarche. Alors, de quoi parle-t-on ? Alors, l'isolement social est une situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance ou de danger.
Alors effectivement, quand on est en fait l'isolement social, hein, très clairement, lorsqu'on n'a pas de famille, de relation familiale, lorsqu'on n'a pas de relation de voisinage, lorsqu'on n'a pas de relation amicale et lorsqu'on est en dehors du tissu associatif, on peut être considéré comme étant quelqu'un d'isolé. Les relations d'une qualité insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance, un déficit de sécurité et une participation empêchée. Effectivement, les relations en fait sont importantes dans la vie des personnes et on va regarder effectivement la qualité des relations. C'est-à-dire que lorsqu'une relation existe entre une personne âgée repérée comme étant isolée et parfois quelqu'un qui vit au domicile, on va regarder si cette situation elle n'est pas altérée par une personne qui n'aurait pas d'autres souhaits que de tout simplement parfois taper dans le porte-monnaie de la maman ou un enfant qui pourrait avoir des déviances. Et donc, l'idée, c'est effectivement de regarder au-delà en fait de l'isolement la qualité de la relation. On peut avoir des personnes qui peuvent avoir des relations, mais la relation n'étant pas bonne, il va falloir en fait pouvoir creuser un petit peu pour comprendre en fait la situation dans laquelle la personne se trouve. Le risque de cette situation tient au fait que l'isolement prive certaines personnes de ressources impératives pour se constituer en tant que personne et accéder aux soins alimentaires et à la vie sociale. On le sait bien, lorsqu'on est seul, isolé, on a parfois en fait un sentiment d'inutilité. On est parfois en fait à l'écart de tous les circuits et donc on ne bénéficie pas des dispositifs parfois de droit commun. Et comme on ne participe pas à la vie sociale, on a l'impression d'être une personne qui se sent inutile dans la société. Alors, les critères de l'isolement social, de l'isolement relationnel. La quantité, la nombre, la diversité des réseaux et l'intensité. On va regarder effectivement ce que je disais tout à l'heure, combien de personnes passent au domicile. Est-ce que ces personnes sont des personnes qui sont dans une relation amicale, de voisinage, de familiale, ou est-ce que ce sont uniquement du personnel de soins, auquel cas l'approche est différente. Ce n'est pas pour autant qu'il faut dénigrer l'un ou l'autre. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est effectivement la diversité des réseaux en fait qui tournent autour de la personne qui est repérée comme étant isolée. La durabilité, donc comment en fait à partir des ruptures, on le sait bien, hein, la reconstitution, on sait bien qu'aujourd'hui la famille est parfois éclatée, les enfants ne sont pas forcément présents et donc en fait on va regarder un petit peu, on va essayer de comprendre en fait la situation de cette personne pour essayer de voir en fait comment on va pouvoir l'accompagner au mieux. Et ensuite la qualité, donc la reconnaissance, c'est-à-dire la personne en fait a un besoin de sécurité et elle a envie de participer à la vie sociale, en fait, tout simplement. Alors, la qualité des relations sociales, 3 besoins essentiels de l'être humain. Quelqu'un compte sur moi, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai un bénévole, j'ai un salarié du CCAS, j'ai un salarié du département, enfin, j'ai l'impression d'exister pour quelqu'un. Et donc, ça, c'est important, en fait, quelqu'un compte sur moi. Je peux compter sur quelqu'un. Je sais qu'en cas de coup dur, en cas de coup de blues, en cas de difficulté, en fait, je vais pouvoir m'appuyer sur quelqu'un qui va pouvoir m'épauler. Et ensuite, un signe de reconnaissance, on compte pour quelqu'un. Et on le voit bien dans les visites. En fait, quand une personne en fait a une visite hebdomadaire ou quand elle vient au centre social pour une activité, la personne va s'apprêter, elle va se faire belle, elle va avoir en fait ce sentiment de se sentir tout simplement au même niveau que les autres, en fait. Je peux passer peut-être la slide suivante. Alors, la distinction isolement social et solitude. Donc, la solitude est un ressenti. Quand elle est subie, elle peut avoir des répercussions sur le bien-être et la santé de la personne. Si la solitude apprivoisée ou choisie, elle peut être un moment heureux. Mais effectivement, dans la majorité des cas, elle reste synonyme de douleur. Si parfois, effectivement, on a des gens qui nous disent oh, vous savez, moi, je suis très bien toute seule, j'ai besoin de personne, elle peut nous dire ça à un instant T, mais ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'effectivement, cette situation, en général, quand elle dure, ensuite, on va vers un glissement et d'une solitude choisie, on passe à un isolement subi. Et donc, il ne faut pas hésiter non plus de temps en temps à reprendre contact avec des gens qui n'avaient peut-être pas voulu, en fait, dans un premier temps, avoir des liens sociaux, mais qui, de par la durée et l'absence de relations sociales, en fait, se retrouvent dans une situation un peu difficile. Et c'est là où, effectivement, il faut pouvoir reprendre un petit peu, avec le temps, en fait, les situations et voir si cette personne-là, en fait, elle a toujours envie d'être seule ou si, au contraire, en fait, elle est bien dans un isolement subi.
Alors, l'isolement social est objectivable. Pardon. Il se caractérise par un déficit de contact qui se mesure en fonction de la fréquence, des liens avec les réseaux de sociabilité et par une qualité insuffisante des relations. Alors, comment agir pour créer du lien social dans le cadre de vos interventions? Quelques repères. Être attentif aux signes. Donc, les signes, ça va être en fait une personne qui ne va pas ouvrir ses volets le matin, ça va être une personne qui ne sort plus ses poubelles, ça va être des choses parfois toutes simples, mais en fait des choses qui vont permettre d'avoir quelques éléments qui vont nous faire comprendre que la personne, elle est seule et qu'elle a personne pour l'aider. Et donc, à un moment, ça va être de dire d'être attentif à ces signes-là. Créer du lien, donc là, ça va être effectivement soit par le biais de bénévoles qui vont venir au domicile en fait de façon régulière, soit en fait la personne va être invitée à participer à des activités collectives au sein d'un centre social, soit en fait la personne en fait a des liens étroits avec la mairie ou le CCAS, et donc on va essayer de recréer du lien et créer un lien continu. C'est pas un lien une fois par an, c'est toute l'année en fait qu'on va veiller à ces personnes. Et en fait, il va falloir s'engager. S'engager, c'est comment en fait la société, en fait, on va pouvoir sensibiliser l'ensemble de la société à ce qu'est en fait l'isolement et comment en fait on va pouvoir mobiliser des citoyens pour qu'ils s'engagent à leur tour en fait dans la lutte contre l'isolement. Et ensuite, effectivement, quand on parle de s'engager, on n'est pas avec des professionnels, on est avec des bénévoles, avec un boucher, un charcutier, une infirmière, enfin peu importe. Toujours est-il que ces personnes-là n'ont pas forcément les outils nécessaires pour pouvoir accompagner de façon durable les personnes en difficulté. C'est la raison pour laquelle des formations leur sont proposées, mais également en fait des outils qui leur permettent de réorienter. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation de fragilité, lorsqu'on a des troubles psychiques, lorsqu'on a une maladie Alzheimer ou apparentée, on peut mettre en difficulté la personne. Et à un moment, c'est de se dire quel est le réseau sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir justement répondre à ces solutions, pour répondre à ces problématiques, parce qu'effectivement, à un moment, le bénévole a ses limites. Et tout l'intérêt de Mona Lisa, c'est justement de créer du lien avec l'ensemble des différents acteurs pour qu'à un moment, les relais puissent être passés, mais surtout, en fait, on puisse connaître les personnes vers lesquelles on doit orienter. Et donc, voilà, connaître les acteurs mobilisés dans la lutte contre l'isolement sur votre territoire, c'est quelque chose d'important pour pouvoir lutter efficacement contre l'isolement des personnes âgées. Alors, on a identifié quelques acteurs. Alors là, clairement, hein, la ville, les CCAS sur votre secteur. Les communes sont tenues par leur obligation légale de tenir un registre communal des personnes vulnérables. Bien souvent, cette mission est confiée au CCAS. Ce registre permet, en cas de risque exceptionnel ou de dispositif d'alerte, plan canicule, crise sanitaire, plan grand froid, etc., de contacter régulièrement les personnes âgées de 62 ans et plus, celles en situation de handicap et celles en situation d'isolement, y compris d'isolement qu'ils y sont inscrits. L'inscription peut se faire par l'intéressé ou par un tiers avec son accord, parents, médecins, amis, SAD, etc., via un formulaire disponible à la mairie ou au CCAS, parfois par téléphone. Ce registre existe dans toutes les communes, c'est une obligation légale. Certains CCAS mettent en place des actions de lien social pour les seniors, banquet des aînés, semaine bleue, et certains disposent d'équipes de bénévoles qui peuvent rendre visite aux personnes âgées isolées de la commune. D'autres encore gèrent des EHPAD, des résidences autonomie, des SAD et des SIAD. Renseignez-vous auprès des mairies de votre secteur. C'est un peu ce vers quoi on va tendre. On va passer à la slide suivante. Alors, dans les centres sociaux, ils constituent dans le Nord un maillage de proximité de 154 centres sociaux, 140 000 habitants participants réguliers, 7 000 bénévoles engagés. Ils assurent sur les territoires une présence sociale au quotidien, un accueil de tous dans et hors les murs, le soutien à l'inclusion sociale, la participation sociale, la citoyenneté des habitants. Dans ce cadre, ils organisent majoritairement des actions à destination des seniors en situation d'isolement social et fragilité, des activités de lien social pour et avec les seniors. Les actions collectives sont un prétexte pour lutter contre l'isolement. Peu importe qu'on fasse de la couture, du tricot ou autre chose, l'intérêt c'est de pouvoir être ensemble, pouvoir partager des moments de convivialité. Les équipes petits frères, elles accompagnent des personnes âgées de plus de 50 ans souffrant d'isolement et de solitude en situation de précarité, à domicile ou en hébergement collectif. L'accompagnement est global. Visite de convivialité des bénévoles.
visite de convivialité des bénévoles et animation collective, y compris à domicile, pour des personnes dans l'incapacité de sortir. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose. Pardon. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. C'est bon. Alors, les personnes à domicile. Dans CCAS, voilà, merci, elle a coupé. Voilà. Alors, bon, tu peux continuer. Pardon. Donc, et donc là, je reviens en fait sur les personnes dans l'incapacité de sortir. On a tendance en fait à se dire, ben voilà, on a amené des personnes sur une animation collective, sauf que il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas aller à l'action collective. C'est la raison pour laquelle, en fait, de plus en plus, on a des actions hors les murs. C'est la raison pour laquelle, chez nous, par exemple, on va mettre en place ce qu'on appelle des vacances immobiles pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de partir. Et donc, c'est comment on va pouvoir trouver des solutions pour que ces personnes en perte de mobilité, parfois, en fait, sans pouvoir se déplacer parce qu'elles sont au 4e étage en fauteuil roulant et que l'ascenseur est en panne, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? Et c'est aussi ce public-là qu'on a parfois tendance à oublier parce que on ne les voit pas, en fait, ils sont invisibles. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ce public-là, il faut pouvoir le repérer, et le repérage se fait effectivement avec l'ensemble des acteurs. Quand on a la chance d'avoir des communes investies, et on le voit bien, il y en a de plus en plus qui aujourd'hui se saisissent de cette question-là, c'est important en fait parce qu'elles peuvent être des relais, elles connaissent les habitants, elles sont capables en fait d'identifier des personnes en fragilité, et à un moment d'essayer de trouver des réponses et de pourquoi pas mettre en place des visites avec des bénévoles. Voilà pour ce qui est. Alors après, effectivement, les associations, alors des exemples, il y en a plusieurs. Hein. On va retrouver, alors à titre d'exemple, on a mis l'association T'as un ami, les réseaux de confiance, mais vous le savez, sur les territoires, il y a énormément d'initiatives qui existent. En fait, sur les 7 territoires du département, il y a des choses qui sont organisées, il y a des associations qui se mobilisent, il y a parfois des conseils des sages dans certaines des communes qui font un focal, en fait, ou un focus sur l'isolement, et en fait, ensemble, on essaye de trouver les solutions les plus adaptées pour pouvoir répondre aux besoins qui seront de toute façon croissants. Et aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on sera dans l'incapacité de pouvoir mettre un agent public derrière chaque personne isolée. Et donc, c'est bien la fraternité et l'engagement citoyen qui va pouvoir apporter une réponse cohérente, en fait, à cet enjeu qui est un enjeu de société. Voilà, Alors, je vais passer la main donc maintenant à Céline. Oui, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Olivier pour votre intervention. Donc ces situations... attendez, excusez-moi, du coup. Donc en France, on a 2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus qui sont isolées de leur famille et de leurs amis. Et parmi elles, 530 000 sont dans un isolement extrême et ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d'autres personnes. Ces situations d'isolement entraînent de lourdes conséquences physiques, psychologiques et sociales. Et cela vient du fait que l'isolement prive de certaines ressources impératives pour se constituer en tant que personne et d'accéder aux soins élémentaires et à la vie sociale. Donc, réduire ces risques, c'est donner à chacun la possibilité d'avancer en âge dans de bonnes conditions. Donc, pour cela, le ministère de l'Autonomie, en collaboration avec le CNSA, a construit un fascicule dont on vous a mis le lien ici, dans le but de vous donner des repères pour participer à l'engagement collectif de lutte contre l'isolement des personnes âgées, avec plusieurs outils comme les signes pouvant alerter sur une situation d'isolement social avec des solutions simples ou encore des postures à adopter. Je vous invite à le consulter. De son côté, le département a lancé en avril dernier pour sa 4e édition l'appel à projet Phosphorage, mobilisant des fonds de la Conférence des financeurs dans le but de faire émerger de nouvelles initiatives favorisant l'autonomie des seniors. Donc, la conférence des financeurs, pour rappel, est une instance animée par la CNSA au niveau national. Le pilotage territorial est assuré conjointement par les départements et les ARS, les agences régionales de la santé. Et la conférence des financeurs donc réunit les institutions engagées dans les politiques liées à la prévention de la perte d'autonomie, comme la CARSAT, la MSA, la CAF ou encore Malakoff Humanis, pour ne citer que. Voilà. Cet appel à projet Phosphorage permet le financement à hauteur de 80% du montant des projets des actions collectives de prévention destinées aux seniors vivant à domicile, aux seniors vivant en EHPAD ou aux proches aidants de la personne âgée.
Ainsi, acteurs locaux et professionnels peuvent offrir aux personnes âgées de plus de 60 ans et à leurs aidants de bien vivre leur avancée en âge. C'est souvent dans ces activités collectives que de nouvelles personnes méconnues jusqu'alors peuvent se faire connaître, comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier. En franchissant la porte d'un centre social de son quartier ou une association locale, le repérage d'une situation d'isolement social peut se faire ou être remonté par un bénéficiaire en évoquant la situation d'une voisine ou d'un ami. Ensuite, il y a également la convention de partenariat pour lutter contre l'isolement des aînés et des plus fragiles en situation de handicap. Alors, c'est suite à un rapport Gage portant sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées et fragiles que le département, en lien avec la MDPH et les communes volontaires, ont délibéré pour un partenariat renforcé entre eux avec des engagements globaux de convention autour de la lutte contre l'isolement, de promouvoir les solidarités de proximité, agir en partenariat avec les communes, articuler et coordonner les dispositifs au service d'une action efficace sur les territoires, d'intervenir en partant des besoins de personnes et de mobiliser les acteurs sur les territoires pour un meilleur repérage et accompagnement. Alors, cette convention tripartite est faite entre le département, la MDPH et les communes, avec chacun en charge et compétente dans son domaine. Donc, le département est en charge des solidarités humaines et territoriales, les compétences en la matière à tous les âges de la vie, avec une priorité pour les publics fragilisés. Pour la MDPH, elle est compétente en termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Et les communes ont un échelon de proximité, c'est l'acteur social de premier niveau identifié par les usagers. Ils ont l'obligation du maire de tenir un registre qu'on a évoqué tout à l'heure des personnes âgées de plus de 65 ans et des plus de 65 ans et des personnes en situation de handicap vivant à domicile. Par cette convention, s'engagent sur une priorité partagée et complémentarité de leur mission et de s'unir pour apporter une continuité des réponses dans le cadre de la lutte contre l'isolement. Alors, grâce à cette convention, chaque commune peut activer le dispositif de fonds de soutien aux communes contre l'isolement des plus fragiles. Et du coup, c'est un dispositif que l'on peut activer uniquement pour les signataires de cette convention et qui est cumulatif avec d'autres financements du département. Ils peuvent ainsi bénéficier de crédits pour mener diverses actions en fonction de quatre initiatives. Donc, il y a les initiatives culturelles qui soutiennent les initiatives favorisant le lien social au travers d'organisations de moments conviviaux visant à proposer des animations artistiques, spectacles, ateliers artistiques avec ou sans représentation, ou encore des ateliers de sensibilisation en parallèle avec une représentation artistique. Donc, ces initiatives sont limitées à 4 000 € par commune et par an. Ensuite, nous avons des initiatives activités physiques adaptées, bien-être et nutrition qui soutient les actions visant l'épanouissement personnel, la confiance en soi, la pratique sportive ou bien encore l'hygiène de vie qui est, elle, limitée à 2 000 € par commune ou par année. Ensuite, nous avons les initiatives numériques et ludiques qui soutiennent les actions visant la découverte d'outils numériques qui placeront les seniors en position d'utilisateurs et de testeurs. Celles-ci sont limitées à 2 000 € par commune et par année. Et enfin, les initiatives intergénérationnelles qui soutiennent les actions intergénérationnelles pour les seniors à domicile isolés de plus... Pardon, excusez-moi. Les personnes isolées favorisant le lien social intergénérationnel en permettant à des jeunes volontaires de 18-25 ans aux revenus modestes d'effectuer 50 heures de présence auprès des seniors afin de leur faciliter leur quotidien. Alors, il n'y a pas de plafond en termes de nombre de personnes volontaires à prendre, si ce n'est qu'elles doivent s'engager à 50 € pour 500 € qui sera du coup donné par jeune engagé.
Alors, toutes ces initiatives permettent ainsi de pouvoir mettre en pratique des nouvelles actions. C'est pour permettre en fait à la commune de mettre en place des actions un peu extraordinaires pour pouvoir repérer des nouvelles personnes qui ne viendraient pas dans les actions menées par les associations locales ou menées par les mairies dans le cadre de leurs actions, et de pouvoir faire venir d'autres personnes dans leurs actions, et pouvoir aller à la rencontre de ces nouvelles personnes et évoquer le registre, le registre des personnes vulnérables, et de pouvoir mettre en place, les orienter vers des organismes au besoin si on repère une fragilité, et de présenter tous les services communaux. Pour la partie suivante sur comment lutter contre l'isolement, je laisse la parole à Monsieur Luc Roussel, qui va nous présenter le collectif Mona Lisa. Merci Céline et bonjour à tous. Donc Luc Roussel, donc je suis délégué fédéral à la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Nord-Pas-de-Calais. Alors, Mona Lisa, qu'est-ce que c'est? Donc c'est né il y a déjà 10 ans. D'ailleurs, on va fêter les 10 ans là, le 6 novembre prochain. Un collectif qui regroupe des citoyens bénévoles, des associations, des institutions qui se mobilisent pour lutter contre l'isolement social des âgés, avec de nombreux organismes qui ont signé depuis 10 ans cette charte. Avec voilà, les points clés à retenir, l'enjeu, c'est d'abord de faire cause commune, c'est de mettre sur le devant de la scène la question d'isolement social des seniors. Voilà, ne pas prendre conscience que c'est un enjeu et voilà, et creuser de ce côté-là, regarder ce qui se joue de ce côté-là. 2, c'est de soutenir les coopérations, créer des convergences, des mises en réseau. Pardon, excusez-moi. Et dans les mises en réseau, c'est vraiment décloisonné entre acteurs sociaux, médico-sociaux, gérontologiques. Centres sociaux, acteurs sociaux, on pense aux centres sociaux dans la proximité des territoires, aux petits frères, aux associations locales, et puis les acteurs médico-sociaux, les institutions, les acteurs gérontologiques, parce que la question de l'isolement social, c'est l'affaire de tous, et on a chacun qu'un bout de la réponse, vu la diversité des populations touchées par l'isolement, entre jeunes retraités en rupture, retraités plus âgés, en territoire urbain, rural, il y a diversité des situations, donc il y a diversité des réponses à apporter, adaptées à chacun des contextes. Et puis pourquoi Mona Lisa? Parce que la question de l'isolement social, de la lutte contre l'isolement social, c'est d'abord une affaire de solidarité de proximité, c'est aider, soutenir l'engagement citoyen, les entraides de proximité, à travers le déploiement de collectifs, d'équipes citoyennes, pour être auprès des personnes en situation de fragilité et d'isolement, et puis remettre dans le bain social ces personnes qui sont en situation de rupture et d'isolement. Pour tout savoir sur Mona Lisa, parce que je pourrais passer 1 heure, eh bien, c'est tout simple, allez sur le portail, vous voyez, vous avez le lien. Le portail, il a été réactualisé récemment, et donc vous aurez de nouvelles fonctionnalités, puis voilà, un certain nombre d'informations, ressources sur le portail national Mona Lisa. Alors, ensuite, comment ça se décline? Depuis 10 ans, la posture principale, c'était d'aider au déploiement de coopération à l'échelle départementale et puis territoriale. En disant, à l'échelle départementale, ça avait l'air d'être une bonne échelle pour regrouper des acteurs qui veulent s'engager dans la démarche, pour aider au développement de réponses de proximité, pour créer la synergie entre nous. Mais par exemple, dans le Nord, très rapidement, se sont mis autour de la table depuis 10 ans. Il y avait les centres sociaux, il y avait les CCAS, il y avait les Petits Frères des Pauvres, il y avait le département du Nord, la CARSAT, la MSA, Nord-Pas-de-Calais, les caisses complémentaires aussi, d'autres structures associatives comme Génération et Culture. Donc très vite, on s'est mis autour de la table pour dire qu'est-ce qu'on pourrait inventer de plus ensemble, être en appui aux acteurs sur les territoires. Et donc l'enjeu, c'est de construire de l'ingénierie, c'est une fonction ressource pour appuyer, aider à développer les réponses en territoire, aider à soutenir les coopérations, les mises en réseau, l'innovation sociale, l'engagement citoyen sur les territoires. Et cette coopération départementale, elle permet d'avoir une compréhension commune des situations d'isolement social et puis de soutenir, catalyser les initiatives. Alors concrètement, depuis 10 ans et ces dernières années dans le Nord, en quoi ça a consisté? Alors, d'abord, en termes de
gouvernance territoriale, eh ben, on a donc s'est instauré un comité, une coopération départementale avec les acteurs que je viens de lister. Et puis dans cette coopération départementale, 3 copilotes, que sont aujourd'hui donc la Fédération des centres sociaux de Nord-Pas-de-Calais que je représente, l'association des petits frères des pauvres, représentée ce matin par Olivier Piédou, et puis l'Union départementale des DCSS du Nord avec Valérie Stas, qui est sa chargée de mission. Et nous recevons un financement spécifique des partenaires pour animer cette démarche de coopération et créer des outils, ressources pour appuyer les territoires. Les principales actions ces dernières années, et particulièrement en 2024. La première, et c'est historique, ça porte sur le déploiement de formation de bénévoles et professionnels. Dès le début, on s'est dit, c'est chouette de soutenir l'engagement citoyen, mais c'est important que les bénévoles puissent se retrouver, actuels ou futurs, ou qui désirent s'engager, pour être un peu assurés sur leur rôle, puisque ils n'ont pas à suppléer aux acteurs médico-sociaux. Ils ont leur expertise, c'est d'abord d'être citoyen, c'est pas d'être professionnel, mais de pouvoir se poser sur leur rôle, leurs limites, comment faire équipe, comment travailler avec des professionnels, comment construire les relais sur les territoires. Et donc, il y a toujours aujourd'hui cette formation de 2 jours qu'on appelle formation socle ou formation tremplin, qui se déroule dans les différents territoires. Il y en a une récemment en Avesnois, dans le Douaisis, une prochaine qui revient dans le Douaisis. Il y en a une dans les Flandres. Donc des formations qui sont ressources. Et puis en lien avec cette formation, il y a depuis le Covid la proposition d'un parcours de formation en ligne. C'est pour se muscler sur la veille sociale. Donc là, ce parcours sur la veille sociale, c'est ouvert à la fois aux bénévoles et aussi aux professionnels qui sont en face à face avec des personnes qui sont en fragilité. Et donc c'est un parcours de 2 fois 3 heures pour se muscler sur la veille sociale, les fondamentaux, approfondir, travailler la question du rapport au deuil, et puis plus récemment sur les enjeux de santé mentale et de handicap. Donc ça, c'est l'action historique, c'est des ressources en termes de qualification et formation et qui continue à évoluer. Par exemple, avec les partenaires du Grand Brésil, on va bientôt travailler sur la question d'échanges de pratiques, l'approfondissement territoire, des groupes d'échanges de pratiques entre pairs, entre bénévoles. Deuxième axe, et qui est très structurant depuis 2 ans, c'est l'appui à la qualification territoire. C'est avec des collectifs locaux qu'on aide à faire émerger, à se structurer. Et ces collectifs locaux organisent des journées de qualification territoire, d'échanges de pratiques en territoire pour partager outils et ressources, construire du réseau entre les acteurs du territoire, entre tel SAD, tel CCS, tel centre social, telle association locale, tel élu local, l'institution départementale, la MSA, le travailleur social de la MSA, faire réseau dans la proximité pour pouvoir ensuite être en veille sociale partagée sur le territoire. Troisième axe qu'on a déployé depuis au sortir de Covid, aussi depuis 3 ans, c'est tout le volet sensibilisation des SAD. Ceux qui interviennent à domicile, ils peuvent effectuer une première veille de premier niveau, on va dire, pour repérer des situations de fragilité, de repli, d'isolement, et orienter au mieux vers les acteurs du lien social. Et donc, de fait, nous déployons des sessions de sensibilisation des SAD. Donc ça, avec l'appui notamment de Valérie, la chargée de mission de l'UDCSS du Nord. Notamment aujourd'hui auprès des SAD qui sont engagés dans les CEPOM, démarche qualité, ceux qui sont labellisés par la CARSAT, par le département, plus particulièrement auprès d'eux. Autre axe d'action, c'est la création de supports de communication. On a déployé il y a déjà quelques années, c'était aussi en 2021, donc un pack ambassadeur en format numérique et puis papier. Donc c'est quand je veux sensibiliser des partenaires à la question d'isolement social ou des personnes dans l'équipe, et petit outil pack ambassadeur pour pouvoir avoir quelques premiers repères sur l'isolement social et l'engagement citoyen, l'engagement des professionnels sur cette cause. On a aussi déployé depuis 2 années des rencontres virtuelles à l'échelle départementale. C'est 1 à 2 fois par an, 1h30 pour partager des ressources stabilisées. Par exemple, c'était la semaine dernière, le 13 septembre, oui c'est ça, c'était il y a 10 jours, une rencontre où on a présenté un jeu de plateau des petits frères des pauvres, une pratique déployée par le collectif Monalisa du Grand Brésil, notre pratique déployée sur Douai entre les CCS et les centres sociaux. Des pratiques très très concrètes qui peuvent être inspirantes pour les autres acteurs. Et enfin, nous animons
un des séminaires départementaux. Le premier séminaire départemental a eu lieu en 2021 à Mouveau, et le prochain a lieu bientôt, mais ça, j'y reviendrai. Alors, si on continue à aller dans le dur, je vois qu'il est 11h35, c'est bon le timing, Céline? Tout va bien, tout va bien. Voilà, donc je peux respirer. Alors, je disais, un des axes, c'est l'appui au déploiement depuis 2 ans de collectifs locaux. Alors, on va déjà rendre à César ce qui est à César et honorer un collectif qui est déjà assez ancien. Depuis 2014-2015, c'est celui du Cambrésis, qui est le collectif Envisage, un très beau collectif. Et donc, si vous êtes acteur du Cambrésis et souhaitez le rejoindre, eh bien, vous pouvez rejoindre ce collectif Envisage du Cambrésis, voilà, qui anime des groupes d'échange de pratiques, des formations, qui anime une plateforme numérique très intéressante qui fait le lien entre les habitants, les professionnels, les bénévoles, les partenaires, la plateforme Envisage, qui anime des théâtres forums, des débats ciné, encore l'an dernier, hein, pour sensibiliser à la question de l'isolement social. Et puis aussi, vous avez depuis quelques années un collectif sur Roubaix, intramuros, hein, sur la commune de Roubaix, suite à la démarche ECLA initiée par la CARSAT à l'époque, en 2018-2019, donc avec une rencontre annuelle qui a lieu bientôt sur les enjeux de mobilité. Et donc, si vous êtes acteur sur Roubaix ou proche de Roubaix, vous pouvez aussi rejoindre cette rencontre annuelle qui aura lieu voilà, autour des enjeux de mobilité, les outils, les ressources pour aider à la mobilité. Et vous avez plus récemment des collectifs qui ont émergé, alors dans les Flandres, avec un gros travail qui a été mené dans les années 2022-2023 dans les Flandres, avec aussi donc, ce collectif qui organise des temps d'échange en territoire. Et puis aussi récemment, donc le Douaisis, hein, avec aussi un travail en proximité, et puis aussi la Vénois. Et puis, je notais la MEL de le Valenciennois. Alors, le Valenciennois, il y a eu des rencontres, d'échanges de pratiques dans les années 2017-2018 hein, pour pouvoir qualifier les acteurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été initiées à cette époque-là. Et puis, plus récemment, il y a eu beaucoup de demandes de formation. Donc, voilà, des formations de bénévoles qui sont tenues en 2023 et qui vont aussi encore se tenir en 2024 dans le Valenciennois. Voilà. Et puis, sur la MEL actuellement, le sud de la métropole lilloise, avec l'équipe du pôle autonomie, nous travaillons et les acteurs du territoire à voir comment on peut être en appui voilà, en fonction des besoins, notamment il y a des besoins en termes de formation des bénévoles sur le sud du territoire MEL. Alors, continuons dans voilà, les actions principales. Et bien de fait, un prochain rendez-vous. J'évoquais que au sortir de Covid, on avait besoin de se poser, on avait organisé, donc collectivement, on co-organisé avec les partenaires une journée, enfin c'était 2 jours à Mouveau, hein, de retour sur 10 ans de pratique, de qu'est-ce qu'on retient du Covid, de ce qui s'est aussi inventé, des difficultés, et puis quels seraient nos prochains pas. Donc ça c'était en novembre 2021, et puis 2 ans après, eh bien, on se propose de se retrouver en format une journée, donc vous êtes tous invités, donc c'est élus locaux, professionnels, bénévoles citoyens engagés dans la lutte contre l'isolement social. Elle aura lieu cette journée le vendredi 29 novembre de 9h à 17h hein, sur la métropole lilloise. Le lieu va être diffusé cette semaine. C'est vraiment une journée ouverte à tous pour à la fois partager les pratiques initiées, c'est sur les territoires, qu'est-ce qui s'est initié depuis 2 ans, quelles sont les avancées, quels sont les freins qui subsistent, comment encore aller plus loin dans l'appui au territoire. Ce sera aussi de découvrir d'autres pratiques en France. Hein. Vous voyez, la démarche Mona Lisa, ça a été initié au niveau national avec différents départements qui se sont engagés, différents territoires en France. Donc, ce sera aussi d'avoir le retour d'autres territoires. Ce sera aussi d'avoir des ressources nouvelles. Hein. Les copilotes Mona Lisa travaillent à la production de nouvelles ressources pédagogiques qui seront présentées à cette rencontre départementale. Et puis, c'est un temps aussi pour se projeter sur les prochaines années, sur des thèmes un peu structurants pour nous. Alors, voilà, c'est un peu le teasing hein, de cette journée. Donc, dans les principaux thèmes, la question, par exemple, de aller vers. On parle beaucoup de aller vers, faire du hors les murs, mais concrètement, comment on s'y prend? C'est quoi les ingrédients? Et bien là, vous aurez un atelier l'après-midi qui va aider à travailler ces questions-là. Vous aurez un atelier sur la question de l'impact. C'est un vaste mot, l'impact, mais comment, avec des habitants, des citoyens et des professionnels, mesurer l'empreinte collective, notre empreinte commune de notre action auprès des seniors isolés. Comment on travaille cette question de l'empreinte?
Vous aurez un atelier pour les élus sur élus, comment j'engage une politique locale contre l'isolement social. Vous aurez un atelier sur l'engagement citoyen, c'est comment on prend en compte l'évolution de l'engagement citoyen. Ok, c'est chouette de dire que les premiers acteurs sont les habitants, les citoyens. L'enjeu, c'est que nos voisins soient nos amis. Enfin, si je prends un vieux slogan de la FCSF, des Centres sociaux de France il y a quelques années, enfin, nos voisins, nos amis. C'est comment on recrée de la citoyenneté de proximité, on soutient ces solidarités. Mais l'engagement citoyen a bougé ces dernières années. Comment intégrer ces évolutions et prendre en compte les besoins qui évoluent en termes d'engagement citoyen. Et puis, il y aura aussi bien entendu un atelier sur la question du faire équipe. On ne veut pas être citoyen seul. On fait équipe avec d'autres. C'est parce qu'on fait équipe qu'on peut durer. Mais pour durer, il faut aussi avoir des outils, des ressources, il faut se qualifier. Comment dans la durée aider à structurer un collectif, une équipe citoyenne. Voilà, c'est un peu un teasing des différents ateliers qui seront travaillés l'après-midi. Mais vous pouvez déjà noter dans votre agenda, si vous êtes disponible et intéressé, vendredi 29 novembre 2024 pour nos deuxième journée départementale Mona Lisa. Et enfin, et ce sera de fait, je pense, la dernière diapo, des ressources pour aller plus loin. Alors, j'ai évoqué, donc il y a le portail national qui a été réactualisé. Alors, il y a eu quelques soucis au niveau national, parce que pendant un temps, c'était compliqué au sein de la crise Covid sur ce qui faisait quoi au niveau national. Donc, là, il y a de nouveau une convention forte de partenariat entre la DGCS, la cohésion sociale, et puis Mona Lisa. Puis par ailleurs, il y a la COGE entre l'État et la CNSA pour la période 22-26, qui fait de l'isolement social un acte très structurant. Et puis, avec l'enjeu de déployer des coopérations départementales s'appuyant notamment de la démarche Mona Lisa. Donc aujourd'hui, il y a cet enjeu de généraliser au niveau national ce qui peut être testé, expérimenté, notamment dans le Nord. On était vraiment préfigurateur dans le Nord et on peut s'en réjouir collectivement, l'ensemble des partenaires. Et donc voilà, vous avez ce portail national. Vous avez aussi, j'évoquais le pack ambassadeur. Alors je vous ai remis le lien, il y a un petit souci de maintenance. Mais voilà, le lien sera de nouveau actif dans quelques semaines, on espère. Et c'est vraiment le pack ambassadeur, un outil de communication, d'information sur la lutte contre l'isolement social. Je dois en parler à un partenaire, à un élu, à un collègue. Comment en parler, quelles sont les ressources. Voilà. Et puis, vous avez des copilotes qui sont à votre disposition, donc ce sera la dernière diapo. Voilà. Et vous avez des copilotes, et puis vous avez des partenaires. Vous voyez, aujourd'hui, le département déploie des chargés de mission territoriaux. Céline qui anime aujourd'hui cette visio. Et vous avez dans chacun des territoires des chargés de mission territoriaux du département. Et puis vous avez vos partenaires de proximité. Je pense en réalité tout le travail des travailleurs sociaux MSA notamment, ou la CARSAT, enfin avec chacun dans ses missions. Et puis vous avez des copilotes que sont moi-même. Donc vous avez Olivier Piédoux et puis Valérie à l'UTCAS, qui sont vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions. Et voilà, si vous avez besoin de revenir vers nous pour un besoin, une demande particulière. Merci à vous. Merci Olivier Piédoux et Luc Roussel pour votre intervention ainsi que pour votre contribution à la construction de cette présentation. Merci également à Valérie Stas, qui est absente aujourd'hui, mais qui a également contribué à cette construction pour le webinaire. Je tenais aussi à dire du coup par cette présentation que vous aviez du coup dans les différents outils, des fois en fait tout ça est lié en fait dans la démarche Mona Lisa avec la convention de lutte. On vous a expliqué qu'il y avait des collectifs du coup territoriaux qui sont faits et chacun a sa logique de construction. Je peux vous donner par exemple l'exemple de l'Avesnois qui est en train de mettre en lien vraiment la convention de lutte que je vous ai présentée avec la construction du collectif Mona Lisa en activant du coup le fonds de soutien aux communes pour mettre en place des films débats pour pouvoir recueillir un peu le retour
des personnes sur, voilà, sur la question de l'isolement social, pouvoir faire parler des personnes isolées, des personnes lambda, des citoyens lambda, des personnes peut-être qui sont bénévoles déjà dans des associations, des professionnels qui participeraient à ces films ou encore des élus. Voilà, de pouvoir recueillir un petit peu tout ça et partir des besoins locaux pour pouvoir ensuite monter un projet Mona Lisa sur le territoire qui soit bien en accord avec les besoins. Voilà, vous voyez comme quoi il y a toute une richesse de tous ces outils. Mona Lisa est un vecteur, un catalyseur de tout ce qui peut déjà exister sur le territoire. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter nous, les chargés de mission, mais également votre collectif local si vous avez déjà quelques contacts ou contactez votre mairie. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Vous aurez bien sûr ce PowerPoint ainsi que mes coordonnées. Moi, je me chargerai. Donc, moi, je suis en charge du Cambrésis. Donc, mais je me chargerai de passer l'information à mes collègues chargés des autres territoires au cas au besoin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire belle journée à toutes. Ouais, Oui, Céline, est-ce que je peux me permettre d'intervenir parce que je voulais intervenir pour rebondir sur tout ce qu'il a dit et surtout pour informer les personnes qui ont assisté donc à cette heure de l'autonomie consacrée à l'isolement que la CNSA avec le partenariat de l'Audace sont en train de préparer un guide méthodologique pour construire une politique publique partagée de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc il y a eu plusieurs groupes de travail au niveau national et donc ce guide, donc on devra en avoir une première trame d'ici un mois et donc en fait il est fait pour principalement en direction des collectivités territoriales, donc les EPCI, les communes, les départements et donc le but aussi c'est bien évidemment de répertorier tous les acteurs locaux qui œuvrent donc dans cette lutte contre l'isolement social. Voilà. très bien. Merci pour cette précision. Et il ne me reste plus qu'à vous dire belle journée à toutes et à tous et à bientôt pour le prochain 1 heure pour l'autonomie. Au revoir. Au revoir. Je coupe l'enregistrement.